Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Donc après ce départ, pour moi, la vie n'avait plus de sens. On s'apprête à accueillir la vie, on doit accueillir la mort. Il y a des fils qui se touchent, tout s'écroule. Mon monde s'est complètement écroulé. Et petit à petit, j'ai choisi la voie de on va faire quelque chose de beau ensemble. On va marquer ta venue en moi, sur Terre, et cet amour que je ressens pour toi, on va en faire quelque chose. Bonjour, bienvenue. Merci d'accueillir donc Stéphanie Hervé, installée sur les canapés, tout droit, venue de l'endroit où on mange des cannelés. Oui, c'est ça. Vrai, hein? C'est ça. Bordeaux. Entre autres. C'est bien, entre autres. Qu'est-ce qu'il y a de si bon que ça à Bordeaux sur le plan culinaire? Sur le plan culinaire, après il y a tout le bassin d'Arcachon. Oui, c'est vrai qu'il y a tout le bassin d'Arcachon. Voilà. Bon, bienvenue Stéphanie. Merci infiniment d'être là, éveilleuse de cœur et de conscience. Ça va faire du bien de vous écouter. Merci également de vous livrer. Est-ce que c'est un exercice facile? Facile, c'est jamais facile, mais disons que j'ai pris l'habitude ces dernières années. Ouais. Parce que je trouve que c'est important de se montrer authentique dans sa vulnérabilité, que ça aide en fait à se connecter à son humanité. Et au-delà de ça, le fait d'écrire, c'est aussi une manière de se montrer, de se raconter. Oui, surtout que j'ai vraiment choisi de me mettre à nu, de me livrer en toute transparence. Ouais. Que c'est un exercice, oui. Alors, vous savez qu'en France, on aime bien mettre les gens un peu dans des cases. Éveilleuse de cœur et de conscience, c'est pas un métier. Oui, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire? J'accompagne en fait les hommes et les femmes dans cet éveil de conscience qu'on vit ces dernières années et dans l'ouverture du cœur, c'est-à-dire vraiment se connecter à la vibration d'amour, se reconnecter à qui l'on est vraiment. Ouais. Donc voilà, j'accompagne. C'est vrai que des étiquettes, on pourrait en mettre plusieurs, mais disons que c'est ça, j'accompagne. Vous comprenez quand des gens vous disent « je ne sais pas ce que ça veut dire, la vibration d'amour » ? Oui. Vous comprenez quand les gens vous disent « je n'arrive pas à dire il faut ouvrir son cœur », même si dans la symbolique et la métaphore, on le voit. On voit cette ouverture de cœur. Très clairement, on la voit. Oui. C'est pour ça que j'utilise ce terme. Ça interpelle, en même temps, tout est dit, parce que c'est très symbolique. L'ouverture du cœur, donc on sent bien que c'est d'amour dont on parle, d'un amour plus puissant peut-être que si on disait « je viens régler des problèmes de cœur » ou de sentiments. Voilà. L'ouverture du cœur, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, éveilleuse de cœur, de conscience, auteur, on va voir les 2 ouvrages que vous nous avez amenés. C'est un oracle? Un oracle. Voilà, qu'on va vous présenter dans quelques instants. One thing for sure, life is so simple. Get up in the morning, be grateful. Be grateful. Grateful. Don't have expectation. The moment you have expectation, and if it is not fulfilled, you become so unhappy. So I always say, whatever you do in life, just have 2 things. It can be, it cannot be. But be happy with both. So living moment to moment without expectation much is the best way of living. Because for me, everything is happening now. Que reste-t-il de la petite Stéphanie si timide et introvertie? Elle est toujours là. Elle est toujours là à l'intérieur. J'en prends soin. J'en prends soin depuis un certain nombre d'années maintenant. Et on avance ensemble, on se guérit ensemble. La preuve, elle est là avec moi aujourd'hui, sur ce canapé.
Mais c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que j'ai plein de thérapeutes, de coachs, d'accompagnants de vie qui s'installent là et qui vous disent les gens qui vous parlent de leur enfant intérieur, c'est bullshit, ça n'existe pas. Ça n'est pas, voilà, c'est quelque chose ça ne veut rien dire. Ça vous parle, vous, quand vous parlez de l'enfant intérieur? Ah oui, ça me parle énormément parce que c'est une technique que j'utilise avec les personnes que j'accompagne et je vois de tellement belles réparations, de belles guérisons. C'est tout simple en fait, hein, c'est juste fermer les yeux et se connecter à qui l'on était quand on était enfant et voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce que cet enfant il ressent? Qu'est-ce qu'il a besoin de recevoir, d'entendre, d'être écouté, un câlin, un mot d'amour. Voilà, on va en fait faire du reparentage, c'est-à-dire qu'on va devenir la maman ou le papa de cet enfant et vraiment réparer. Et comment expliquez-vous qu'il y ait des gens qui n'arrivent même pas à avoir un souvenir de leur enfance? Il y a cette espèce d'amnésie. On entend des gens qui se disent « Moi, avant l'âge de mes 8 ans, je ne me souviens de rien ». Comment revenir à son enfant intérieur si, par définition, on ne se souvient de rien? Effectivement, parfois, il y a des traumatismes il y a des systèmes qui nous protègent. Hein. Mais juste avec une photo, on peut se connecter à son enfant intérieur. Pas besoin d'aller dans les souvenirs. C'est un ressenti intérieur. Donc ça, effectivement, ça se travaille, ça s'affine. Mais c'est un travail vraiment que je recommande à tout le monde parce que ça fait des miracles. C'est intéressant que vous disiez effectivement la photo. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire un travail de reconnexion avec son enfant intérieur avec un support photo. Quand on est bébé, dans les bras de sa mère, de son père, c'est des choses que je fais régulièrement. Ou quand on est enfant, voilà, même si on n'a pas de souvenir, on se connecte, on voit cet enfant. Et sur cette méthode-là, lorsqu'on est face à soi-même, enfant, est-ce que notre soi actuel parle à l'enfant que nous étions? Oui, ça va dans les deux sens en fait. C'est vraiment un échange, un partage. Moi, je guide en méditation et ce que je propose, c'est de faire venir cet enfant, de le visualiser, donc soit par rapport à un souvenir, soit par rapport à une photo, et de se mettre à sa hauteur, de le regarder dans les yeux comme si on le voyait pour la première fois. Et de lui demander de quoi il a besoin. Ça veut dire que quand on est effectivement face à cet enfant que nous étions, qui donc par définition, comme vous le disiez, peut être un enfant en souffrance, on peut rester parfois tétanisé, bloqué, sans avoir la possibilité d'échanger avec cet enfant? Oui, c'est possible. Parfois, on l'aperçoit, mais on ne le voit pas vraiment. C'est au fil des séances. Aussi, on se fait confiance dans cette démarche. Et puis, plus ça va, plus lui aussi prend confiance en nous. Et il y a un échange qui se crée. Une connexion. Voilà. Une connexion, une relation. Et nous, on peut jouer ce parent qui répare, qui guérit, qui apporte ce qui a manqué à cet enfant. Et inversement, parfois, c'est l'enfant qui vient nous amener sa joie de vivre, sa légèreté, son insouciance, et qui nous dit des choses, qui nous dit là, je suis fière de toi. C'est bien ce que tu fais. On est reconnecté à nos plaisirs d'enfant, à ce qu'on voulait être, à ce qu'on voulait faire. Donc, il y a une thérapeute qui m'a dit un jour, ne dites jamais à votre enfant « je suis fier de toi », mais dites-lui plutôt « tu peux être fier de toi ». Et la nuance est subtile, mais elle est importante. Elle est importante. Est-ce que vous avez fait face à l'enfant que vous étiez? Face, je ne sais pas si c'est faire face, mais en tout cas, j'ai vraiment reconnecté avec cette petite Stéphanie. Je lui ai apporté vraiment beaucoup de douceur, d'amour, d'écoute. Elle en a manqué? Non, j'ai quand même été très chanceuse. Une famille très aimante, une famille très nombreuse. Mes parents avaient beaucoup de frères, de sœurs. Voilà, j'ai eu beaucoup de cousins et de cousines. Donc beaucoup d'amour. Mais en fait, moi, je suis arrivée après 8 ans d'attente. Mes parents m'attendaient. Et je me suis donné la mission, ou on me l'a donnée, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pris à cœur d'être celle qui apporte de la joie, du bonheur et de vouloir être parfaite. Et ça, je reconnais qu'avec le travail que je fais sur moi, j'essaye en tout cas d'arrêter d'être parfaite, mais d'être pleinement moi-même. Alors vous dites, et tous ceux qui s'installent ici ont ce qu'on appelle une fiche de production, c'est-à-dire que quand on prépare l'émission, on a évidemment des informations qui permettent de construire l'émission. Mais vous parlez quand même d'une famille qui a été profondément marquée
par des failles émotionnelles, de grandes épreuves, de nombreux décès. Oui. Quel impact ça a eu sur vous? Moi, j'ai été, oui, très tôt confrontée à la mort proche. Quand j'avais 9 ans, c'est ma petite cousine de 7 ans qui est décédée. Ma mère est très, très proche de cet enfant qui avait la mucoviscidose. Donc, on allait la voir très régulièrement les week-ends. Et voilà, donc ça a été un premier contact avec la mort. Et j'ai eu énormément de décès dans ma famille, dans mes proches. Famille nombreuse. Oui. Et ça multiplie les risques, pardon, mais effectivement. Mais voilà, beaucoup de frères de mon père. Et quel rapport à la mort vous avez entretenu alors pour le coup? Ça a fait partie de ma vie, jusqu'à une épreuve qui m'a confrontée à ma propre mort. Bien sûr. Voilà, donc, mais c'est comme si j'avais été préparée toutes ces années finalement à aborder la mort d'une enfant. Quand moi-même j'étais enfant, donc dans cette injustice, cette maladie, cette incompréhension, et puis après le décès de mes grands-parents qui étaient comme des seconds parents pour moi. Enfin voilà, ça s'est fait progressivement, on va dire. Et jusqu'à l'âge adulte? Jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à mes 29 ans où, dans un voyage à l'autre bout du monde, une île paradisiaque, Koh Tao en Thaïlande, j'ai été confrontée à ma propre mort. Vous avez travaillé dans le milieu médical aussi. Oui. Pendant 17 ans. Là aussi, il y a une relation à la mort. Oui. Surtout que moi, j'étais en cardiologie. J'allais dans les blocs opératoires pour... c'est pas moi qui les faisais. Hein. Moi, j'étais dans l'industrie pharmaceutique, mais j'ai pu assister à des greffes cœur-poumon, à des opérations à cœur ouvert. Et à cœur ouvert. La symbolique est là. Incroyable encore. Là. Comme quoi, dans votre cheminement, tout se suit. Tout est déjà là. Tout est déjà là. On le dit, mais... Oui, exactement. Tout est déjà là, ouais. Et vous avez beaucoup voyagé, donc? Énormément. Pendant 25 ans, vous dites que vous voyagez un petit peu partout. J'ai fait, je crois qu'on est à 33 pays maintenant, beaucoup en Asie, parce que j'ai eu un coup de cœur. Mon premier voyage, c'était à Bali. Enfin, l'Indonésie surtout, Java, Bali, les îles. Et je suis tombée en amour, comme on dit. Tous ceux qui vont là-bas reviennent avec un petit quelque chose de différent dans leur vie. C'est ça. Après avoir goûté à ces espaces-là. Il y a une spiritualité qui est incarnée. Et tout vibrait en moi. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'au-delà du voyage... entre guillemets touristique, il y a aussi l'approche utilitaire ou utile que vous pouviez avoir avec les orphelinats notamment, avec les bidonvilles, cette relation avec ces enfants sur place. Ça aussi, ça a ponctué votre vie? Oui, complètement. Ça l'a transformée. Je me suis sentie avoir un élan de pouvoir aider parce que c'est vrai qu'au départ, j'y allais en touriste. Et très vite, on voit effectivement qu'il y a une très belle spiritualité, mais qu'il y a aussi un retard de pauvreté, d'enfants encore dans les rues. Donc, ça aussi. L'envie d'aider, l'envie d'apporter quelque chose de supplémentaire, de faire quelque chose, de se rendre utile, quoi. Oui, de donner du sens aussi. Vous savez, moi je vois souvent, je fais une petite parenthèse là-dessus, je pense que vous devez peut-être penser la même chose, mais quand je vois ces gens qui sont richissimes, vous savez, quand vous voyez toutes ces personnalités à droite à gauche, dans des voitures improbables, ou qui se font graver des tas de choses, même sur les jantes de leur voiture, ou éventuellement de la sellerie spécifique pour leurs chevaux, pour leurs machins et leurs trucs. Et je me dis, mais quand on a autant d'argent que ça, j'espère qu'on a la conscience de faire quelque chose pour des mômes quelque part à l'autre bout du monde qui n'ont pas un dixième de ce qu'on a. J'espère aussi. J'espère aussi qu'ils Il y en a beaucoup qui le font. Ils le font et discrètement, sans que ce soit effectivement public. On est bien d'accord. Ouais. Mais j'espère qu'ils le font. J'espère. Et puis c'est surtout l'intention dans laquelle on fait tout ça. Et, parce qu'ils ont besoin effectivement d'aide financière, mais pas que. Mais pas que, bien sûr. Moi, c'était surtout une aide de présence, d'amour, de tendresse.
Gabriel. Ouais. Gabriel, c'est votre fils. Ouais. Je dis c'est votre fils. Si vous me permettez de dire oui. c'est votre fils. D'accord? Il est né et il est reparti. C'est ça. Il a fait un très bref passage et un immense cadeau qu'il m'a offert. Je peux dire ça maintenant avec le recul. Avec le recul, Bien évidemment. Ouais. Ça a été des années de guérison, de reconstruction, de non-sens total. Ouais. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est le plus merveilleux des cadeaux d'amour pour moi. Donc, Ça, c'est... Alors ça, et je connais personnellement des gens qui ont vécu ce genre de choses, et je me dis, il faut qu'ils entendent des messages comme le vôtre. c'est pour ça que je suis là. Parce que j'aurais aimé entendre Ça. J'ai cherché des livres, des gens qui avaient vécu ça, et j'étais un petit peu en manque de ça, d'un espoir. J'ai lu des livres où bien sûr, ces mamans ressentaient la même souffrance que moi. Et on était connectés. Mais moi, j'avais besoin de l'étape d'après, d'espoir, de foi pour tenir dans cette crise. Et voilà, c'est aussi ce message d'espoir que j'ai envie de donner. J'avais envie de vous poser une question, mais qui est peut-être un peu brutale, et si vous ne souhaitez pas y répondre, évidemment, vous me le dites. Qu'est-ce qui est le plus difficile, à votre avis? Est-ce que c'est difficile d'avoir un enfant qui arrive et qui repart peu de temps après? Ou est-ce qu'il est plus difficile de vivre quelque temps avec un enfant et d'apprendre à le connaître, évidemment de l'élever, et qu'il parte subitement et tragiquement, mais en ayant eu le temps de lui parler, de partager des choses avec lui? Qu'est-ce qui est le plus difficile d'après Là, vous? je pourrais pas vous dire. Moi, j'ai vécu que l'une des deux. Je pense que la souffrance, de toute façon, est différente pour chaque personne. Et que moi, le lien, je l'ai créé avec Gabriel pendant tous ces mois de grossesse. Je lui parlais déjà, je le ressentais, il était en moi. J'avais un amour inconditionnel pour lui. Est-ce que c'est plus facile? Je ne sais pas. On a chacun, en tout cas, notre parcours, nos épreuves à transcender. Et tout dépend aussi de ce qu'on avait investi dans cette relation. Voilà, c'est sûr que moi, dès que j'ai su que j'étais enceinte, c'était le plus beau jour de ma vie. Ça a tout transformé. Je me sentais forte, puissante. Ça a donné du sens. C'était comme si j'incarnais enfin qui j'étais. Depuis toute petite, moi, je m'occupe des enfants. J'ai vraiment cette capacité, cette fibre maternelle. Et là, c'est comme, ça y est, je prends ma place en tant que mère. Et quand on sait qu'on est enceinte, c'est toute une transformation de notre identité. On ne pourra plus jamais revenir à qui on était avant. On sera mère ou père toute notre vie durant. Et ça, c'est une crise identitaire. Mais moi, ce que j'ai vécu, c'est une crise dans la crise. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a de plus douloureux ou difficile. Je ne pourrais pas dire, mais voilà, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu. Et comment vous l'avez vécu, évidemment. Ça, c'était après tout le périple des 20 années qui ont permis effectivement de faire des voyages, d'aller dans ces orphelinats, etc. etc. C'était après ça, non? Non, alors ça a commencé... donc j'ai commencé en 2000 à aller à Bali, et puis jusqu'en 2011, le départ de Gabriel. Ouais. Mais c'est après que j'ai été dans les orphelinats. J'y avais été un petit peu avant. Okay. La vie nous prépare toujours. Mais donc après ce départ, pour moi, la vie n'avait plus de sens. On s'apprête à accueillir la vie, on doit accueillir la mort. Il y a des fils qui se touchent, tout s'écroule. Mon monde s'est complètement écroulé. Et petit à petit, j'ai choisi la voie de on va faire quelque chose de beau ensemble. On va marquer ta venue en moi, sur Terre, et cet amour que je ressens pour toi, on va en faire quelque chose. Alors, il faut que vous nous expliquiez, parce qu'il y a beaucoup, évidemment, de couples, de femmes, de mamans qui ont vécu ce que vous avez vécu et qui doivent se poser la question de ce fameux petit à petit. Oui. Comment
s'est déroulé ce petit à petit? Est-ce qu'on vous a accompagné? Est-ce que lorsque vous êtes au fond du fond, parce que c'est une épreuve, je pense, qui doit être la pire qui puisse exister, la perte d'un enfant reste, à mon avis, à mon sens, la chose la plus terrible. Ce petit à petit, comment est-ce qu'il s'est construit, justement? J'ai été beaucoup accompagnée. J'ai demandé à l'être. Médicalement parlant? Non. Non. Non, parce que j'ai été dans l'industrie pharmaceutique, mais ça ne me parlait pas. Okay. Non, je veux dire, psychologue, oui, psy. Tout ça? Okay. Tout de suite, c'est mis en place, de toute façon, oui. et ça m'a beaucoup aidée. Mais j'ai vu beaucoup de thérapeutes. Oui. Et je suis devenue moi-même thérapeute dans la même année où Gabriel est parti. En plus, je vous disais, je vivais une crise dans la crise, c'est-à-dire la crise existentielle d'être mère, mais aussi de perdre son enfant. Et ma mère avait un cancer du sein en même temps. Wow. Et donc, c'était beaucoup de crises. Et au départ, je me suis formée aux soins énergétiques, à la réflexologie plantaire pour aider ma maman à ce moment-là. Donc, on était ensemble, on s'aidait entre les chimios et moi, mon deuil. Enfin, c'était vraiment C'est lourd. C'était très lourd comme année. Mais j'ai commencé à être moi-même thérapeute. Donc, j'ai fait énormément de formations, mais qui me guérissaient au fur et à mesure. J'apprenais des techniques, je voyais beaucoup de thérapeutes et je les remercie. Je suis en gratitude absolue pour eux parce qu'ils m'ont aidé à franchir ces pas. J'aurais pas pu y arriver toute seule. J'avais déjà... je m'étais intéressée beaucoup déjà au développement personnel. Depuis les années 2000, à la spiritualité, au développement personnel, je faisais déjà un travail sur moi. Mais forcément que cette épreuve a tout remis à plat. Évidemment. Et j'ai été accompagnée. Et ça n'a pas ébranlé votre foi et votre amour et votre... Alors si. Cette incompréhension, cette injustice. Je vous disais au début, moi je voulais être la petite fille parfaite pour mes parents, mais pour tout le monde. Être serviable, être gentille, être... disponible, vraiment à l'écoute. Et je me disais, mais ce grand tout, Dieu, ce divin... Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Et en fait, j'ai eu une aide vraiment miraculeuse. Le premier jour où je suis rentrée chez moi sans Gabriel, j'ai eu l'apparition d'une femme extrêmement lumineuse dans ma chambre, qui a éclairé toute ma chambre. Pour moi, dans ce qu'elle incarne, dans ce que j'ai ressenti, c'est la Mère divine. Donc pour moi, dans ma culture, c'est Marie. Dans votre foi. Voilà. Et c'est cette présence, ce soutien, cet amour que j'ai senti en moi qui m'a aidée à garder la foi. Mais il y avait comme une dualité en moi de pourquoi Dieu tu m'as fait ça, et en même temps, waouh, mais c'est quoi ce miracle que tu m'envoies? J'ai eu des connexions avec Gabriel, des signes à n'en plus finir. Donc tout ça a été... voilà, ça se mettait en place. Quand on a préparé encore une fois l'émission, j'ai été heurté par le prénom que vous avez choisi. Est-ce que je l'ai vraiment choisi? Oui, alors déjà effectivement, remettons les choses. Mais bon, c'est fou. Incroyable. C'est fou. Gabriel. Ouais. Mais c'est des années après, en fait, que j'ai vraiment pris conscience de ce prénom incroyable. Qui est quand même fort de sens, et qui est quand même un petit ange, hop, je viens, je repars, quoi. Ouais. Et ce prénom m'est venu, je ne savais pas encore que j'étais enceinte, mais j'étais déjà enceinte. J'ai eu ce prénom, et ça a fait waouh! Mais ce prénom est tellement magnifique, comme si je le découvrais. Et c'est quelques semaines après que j'ai su que j'étais enceinte, et pour moi, c'était ce prénom qui vibrait, mais comme s'il m'avait été envoyé. C'est pour ça que je dis que je l'ai choisi. Et même sans savoir que c'était un garçon, pour le coup. Oui, tout à fait. Ce petit à petit, dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, l'accompagnement que vous avez pu avoir avec des professionnels de santé, bien entendu, et la famille aussi? Oui. La famille. Et puis cette apparition qui fait qu'à un moment donné, waouh, et vous êtes presque touché par la grâce, une sorte de réconciliation avec la vie, je pourrais l'interpréter de cette manière-là. S'il n'y avait pas eu ça, vous auriez pu être la femme que vous êtes aujourd'hui? Je ne sais pas.
C'est difficile à dire. Bien sûr. Je sais que ça a été un élément essentiel. J'en prenais pas pleinement conscience à ce moment-là. C'est avec le recul maintenant que je vois l'impact que ça a dans ma vie aujourd'hui. Mais quand il y a cette apparition-là, les semaines et les mois qui suivent, vous sentez une évolution à date de cette apparition-là? Non, parce qu'en plus, j'en parle à 2 personnes seulement. C'est sûr. Au papa de Gabriel, qui est très cartésien et donc me dit c'est une hallucination. Bah oui. Donc j'arrête d'en parler. Et à ma maman, qui est très ouverte, qui a eu elle-même des apparitions déjà. Pas de la Vierge Marie, mais voilà, elle avait vu une femme d'un certain âge assise juste à côté de mon papa qui dormait. Donc voilà, on avait déjà parlé de ça. Et que vous dit mais j'en ai votre plus mère, jamais parlé. que vous dit votre mère à ce moment-là? Elle vous dit Ben, en fait, que oui, elle l'a vécu, donc elle me croit. Mais ça ne résout pas le pourquoi. Ça résout pas. C'est des années plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 4 ans, que j'ai pu enfin mettre des mots sur ce que j'avais vécu. J'ai osé en parler à un médium, Jason, et qui m'a dit ce qui s'était réellement passé. Il m'a dit, en fait, tu voulais rejoindre Gabriel. C'était ta priorité à ce moment-là. Et je le reconnais. J'ai eu 2 choix, mais c'est vrai que moi, j'avais qu'une envie, c'était d'être avec mon fils. En plus, je m'inquiétais pour lui. Je me demandais si tout allait bien pour lui. Et j'avais envie d'être à ses côtés, en tant que maman aimante. Et il m'a dit, tu étais monté tellement loin auprès de lui, et c'était pas ton heure. C'était son heure à lui, mais pas ton heure à toi, que tu peux l'appeler la mère divine. T'as fait redescendre dans ton corps. Et t'as fait un don pour te soutenir dans cette épreuve. T'as fait un don de guérison dans tes mains et t'as donné une vibration divine, d'amour, d'amour maternel. Qui fait ce que vous êtes aujourd'hui, cette éveilleuse dont on parle depuis le début de l'émission. Vous avez dit que Gabriel, vous avez donné beaucoup de signes. Par exemple? Par exemple, une chanson. Okay. Toujours la même. Dès que je montais dans ma voiture, déjà juste au retour de la maternité... C'est pas la chanson de Johnny Gabriel? Non. Gabriel, non, c'est pas ça. Hein. Non, ça aurait pu, parce qu'ils ont beaucoup d'humour, voilà, ouais. Mais non, c'est une chanson de Cabrel, qui a 25 ans, donc on n'entend pas non plus régulièrement à la radio, mais moi je l'entendais partout où j'allais. C'est « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». Ok, fort. Voilà. Et il y a des mots vraiment très très forts. L'amour est partout où tu regardes. Exact. Voilà. Dans les moindres recoins de l'espace. Exact. Ouais. C'est vrai qu'il y a une résonance là, pour le coup. Très très forte résonance. Très forte. Ouais, clairement. Vous allez quitter donc le milieu hospitalier, enfin je veux dire le 1, parce que là ça n'a plus vraiment de sens, j'imagine, pour le coup. Plus aligné du tout. Grave, c'est... là c'est... J'y arrive plus. Ah bah non. J'y arrive plus du tout. C'est clair. Il y a un décalage énorme, et en plus il y a un ange déguisé, comme dit François Lemay. Bon, lui il dit la suite, je vais pas la dire, mais... Un conférencier québécois. Oui. Et donc un ange déguisé, c'est que j'ai un chef qui va peut-être manquer d'humanité à ce moment-là, qui lui veut des résultats et surtout de la motivation. On peut comprendre que mon retour dans l'entreprise est plus difficile que prévu. Heureusement, je connais bien mes clients qui sont, eux, très compréhensifs dans l'ensemble et mes résultats sont très bons. Mais il n'aime pas mon manque de motivation, il n'aime pas ma transformation. Et il va me pousser vers la sortie, en fait, et il va m'aider. Parce que tous les ans, on a des notations sur nos résultats, mais sur aussi notre comportement. Et j'ai toujours 4 sur 4. Et cette année-là, j'ai 1 sur 4. Et là, je le vis vraiment très, très mal, parce que j'ai 4 sur 4 sur mes résultats, et 1 sur 4 sur mon comportement. Et là, je trouve ça d'une telle injustice. Et double peine. Hein. Je me dis, mais comment on peut ne pas comprendre. Ouais, bien sûr. Et m'accompagner. En plus, ma maman a toujours des chimios. Enfin, c'est encore pas facile.
Et en fait, ben, merci à lui parce que il m'a aidé vraiment à prendre cette décision et à dire c'est plus du tout OK pour moi et je pars et j'écoute enfin pleinement mon cœur. Et mon cœur, il me dit quoi? Va en Asie. Va en Asie, va dans les orphelinats. Là, tu as ta place. Toi, tu es une maman sans enfant physiquement présent et eux, des enfants sans maman. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit se connecter. Ça va matcher. Ça va matcher. Et vous avez des enfants de cœur? Beaucoup? Ouais. Des milliers? Des milliers, j'imagine, ouais. 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 Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Je vais m'occuper d'eux. Dès que je suis arrivée dans cet orphelinat, c'est dans le centre du Vietnam, à côté de Hue. Ça, c'est le premier orphelinat où je suis allée. Et on m'a mis à la nurserie, sans que j'ai rien demandé. Incroyable. Parce que c'est là où il y avait surtout des besoins. Il n'y avait qu'une maman pour une quinzaine de bébés et une vingtaine d'enfants. Donc j'ai été là et tout doucement, bah, j'ai pris ma place. J'ai pris les bébés dans mes bras, je les ai nourris, je les ai aimés. Et eux m'ont guéri en retour. Et Certains même m'appelaient maman. Et c'était pas un trauma pour vous? Non, ça a été une vraie guérison. C'est vrai? Ouais. Parce que enfin, j'ai pu ouvrir mon cœur. On y revient, mais Toujours, hein, l'ouverture du c'est cœur. vraiment hein, ça. toujours. Parce que je l'avais fermé. Parce que à qui donner cet amour? Cet amour, bien sûr. Cet amour maternel. Maternel, bien sûr. C'est pas évident de le donner à des enfants qui sont pas les nôtres, qui ont déjà des parents. En tout cas dans nos pays occidentaux. Mais là-bas, j'ai pu ouvrir mon cœur, donner cet amour. Et les enfants m'appelaient maman. Donc quelle guérison pour moi, c'était... Wow. Et le fait d'ouvrir mon cœur, ça a été une vraie guérison pour moi. Quand on regarde parfois des reportages ou des documentaires ou des photos ou des sites internet avec ces enfants, on les voit toujours avec le sourire. Quoi qu'il arrive. Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont effectivement soit dans des bidonvilles, soit dans des orphelinats, et donc dans des situations assez difficiles. Ils étaient comme ça? Il y a beaucoup de sourires, beaucoup de joie. Il y a aussi beaucoup de pleurs, de difficultés, de violences. Faut pas nier ça. Okay. Je pense que j'ai pas été dans cet orphelinat par hasard. Et combien de temps vous allez œuvrer là-bas? J'y œuvre encore. Ah, encore aujourd'hui? Donc depuis, j'y suis allée en 2013 pour la première fois. Et j'y suis allée 2 fois, 3 fois, 4 fois par an, jusqu'à décider en 2019 d'aller vivre là-bas. Et puis le Covid m'a ramenée. Mais ouais. J'y allais 2, 3 mois. Et plus ça allait, plus ça prenait de place dans ma vie. Après, j'ai organisé des voyages initiatiques et humanitaires. Pour partager ça et pour qu'on soit plus nombreuses à donner de l'amour, à donner de la tendresse. Alors, là aussi, une question très intime, et encore une fois, si vous ne souhaitez pas y répondre, c'est votre droit et tout à fait respectable. Vous n'avez pas eu d'autres enfants? Non. J'ai eu un parcours... souhaité d'autres enfants? Ah, okay. Si. Okay. J'ai eu un parcours pas facile. J'ai 3 ans après, jour pour jour, le jour de l'anniversaire de Gabriel, j'ai eu un test positif. J'étais dans une joie incroyable et puis c'était un beau signe pour moi de la venue d'un nouvel enfant. Et j'ai fait une grossesse extra-utérine. Donc voilà, perte de l'enfant, d'une trompe, puis d'une deuxième. Après, j'ai fait 4 fécondations in vitro et 3 dossiers d'adoption. Donc j'ai un parcours de... C'est pas possible. Alors comment... On parle, j'entends souvent des gens dire, je suis très touché par ce que vous dites parce que je connais ce parcours-là aussi, mais quel est le cadeau caché? Quel est le cadeau mal emballé? Eh bien, justement, c'est en allant à l'ashram de Amma. Amma, qui est grande, je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs. Grand maître spirituel. Ouais, grand maître spirituel. Qui incarne la mère divine, elle bien aussi. Sûr, bien sûr. Et donc, j'ai passé plusieurs semaines, j'y suis allée à plusieurs reprises. Et elle a dit à l'Assemblée, mais moi, j'ai vraiment pris ce message pour moi, pas besoin d'enfanter pour être mère. Et là, wow. Oui, j'en frissonne encore parce que c'était... Mais oui, mais je suis mère en fait. Dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps, dans mes gestes, je suis mère. Mais c'est comme si j'avais
je vibrais tellement cet amour maternel que pour moi, ça n'avait pas de sens de ne pas être mère physiquement ou en tout cas avoir un enfant au quotidien dans ma vie. Oui. Biologiquement parlant. Biologiquement parlant et même adoptif. Oui, en plus, ça ne marche pas du coup. Alors Non plus. Les dossiers d'adoption ne marchent pas. Non plus. Incroyable. Avec tout le travail que vous faites dans les orphelinats, de ces endroits qui ne demandent que ça. Parce que quand ça doit pas se faire, ça doit pas se faire. Hein, absolument, ouais. Alors, disons que vous aviez peut-être une approche maternelle à avoir plus universelle. Je crois aussi. Peut-être. Que c'est ça. Sur un seul et unique être. C'est pour ça que je dis que Gabriel m'a fait un cadeau, parce que si Gabriel était arrivé dans ma vie, je me serais peut-être occupée d'un enfant ou de 2. Et là, il m'a donné une mission, on va dire, où je me suis octroyé cette mission. On me l'a donnée, j'en sais rien. Mais de m'occuper d'un nombre d'enfants plus important et de créer l'association Gabriel, donc de le faire en plus avec lui. Ouais. C'est-à-dire que vous continuez à faire vivre l'âme de Gabriel. Oui. On co-crée ensemble. Vous co-créez ensemble. Sans qu'il soit physiquement présent, mais il est là. Magnifique. Donc aujourd'hui, vous êtes quoi en fait? Je dirais vous n'êtes pas thérapeute. J'ai l'impression que c'est réducteur que de dire d'être thérapeute, quoi. Quand vous parlez des cercles sacrés, on va en parler, le chemin soutenu, le voyage transformateur, c'est tout ce que vous proposez sous forme d'atelier, de retraite, on va y revenir. Mais vous êtes quoi en fait? Je dirais que je suis plus au service de l'amour, au service de l'éveil aussi. Sur un papier, un document administratif, ça rentre pas dans les cases, comme dirait l'autre. Je me définis plus en tant que thérapeute holistique, et encore ça, voilà. Ouais. Mais plutôt l'approche spirituelle, plutôt, voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous proposez dans ces ateliers? Alors j'ai parlé évidemment le cercle sacré, le chemin soutenu, le voyage transformateur, et vous parlez de l'illumination du mental, l'illumination émotionnelle, l'illumination physique et énergétique. Ça, c'est la promesse produit, si je puis dire? Oui, parce que sur ce chemin d'éveil, c'est parfois un peu flou. On ne sait pas trop où on va. Et moi, j'aime bien qu'on progresse, qu'on sache où on va. Donc, bien sûr, il y a tout un travail de guérison des blessures. Mais la paix, l'ouverture du cœur, pour moi, c'est avoir la liberté totale d'être pleinement qui l'on est vraiment. Retourner à notre nature véritable, à notre origine. Et pour ça, c'est l'illumination. Je trouve que ce mot, en fait, on l'a un petit peu... Il a une connotation un peu presque péjorative parfois. C'est ça. Illumination, il y a un petit côté... Les illuminés, voilà. Moi, j'ai envie de lui redonner vraiment... Je vois Bouddha, là, qui est un être illuminé. L'illumination, c'est ça, c'est revenir à qui l'on est vraiment. Donc ça passe par déconditionner notre mental, des croyances, des conditionnements, guérir notre cœur, des stress émotionnels, aller sur un plan énergétique aussi plus pur, la montée de Kundalini, cette énergie vitale qu'on a en nous, l'utiliser à bon escient. La liberté physique aussi, pour être en pleine vitalité, même rajeunir ses cellules. Et voilà, donc c'est tout un package comme ça, mais j'aime bien ce terme d'illumination. Je trouve que ça parle beaucoup. C'est un accompagnement qui se fait vous avez 3 formules, c'est ça? Oui, alors j'accompagne sur 3 mois et sur 6 mois. Donc 3 mois, je donne plusieurs options parce que j'aime bien aussi la liberté pour ceux et celles qui viennent à moi, de choisir soit l'accompagnement, on va dire, global, collectif, soit un accompagnement aussi individuel. Et après, c'est l'option avec la retraite méditative où on fait l'expérience directe. Voilà, c'est en immersif. Qui sont ces gens qui viennent vous voir? Des femmes... alors, jusqu'à présent, j'avais beaucoup plus de femmes. Ça y est, dans mes cercles rentrent les hommes et j'en suis ravie d'ouvrir aux deux. Mais jusqu'à présent, oui, c'était plus des femmes qui avaient déjà travaillé sur elles et qui voulaient peut-être mettre plus de sens, avancer vers plus de paix. Quand ce mental, en fait, il gouverne notre vie,
on ne sait pas dans quelle direction aller. Et puis, cette fermeture du cœur qui nous empêche d'aimer pleinement, d'être dans la joie, d'être dans la légèreté, de retrouver notre âme d'enfant, parce que notre corps se ferme, notre cœur se ferme. Comment, ça c'est intéressant, mais comment savoir si notre cœur est fermé, justement? Ah ben, on le sent tout de suite. Quand notre corps et notre cœur se ferment, je dis les deux, parce que c'est vraiment ça, on se déconnecte. Donc notre mental prend le dessus et on est... Mais il y a toujours une part de la vie où le mental prend le dessus. Vous ne pouvez pas en permanence faire abstraction du mental. Le mental, alors, il y a peut-être plusieurs sortes de mental, on va dire. Il y a le mental qui est connecté à notre cœur. Celui-ci, il va nous aider au quotidien. Mais on va dire que le mental qui nous auto-sabote, qui nous rabâche toujours les mêmes choses, celui-ci, on peut vraiment le rendre silencieux et au service du cœur. C'est de ce mental-là dont je parle. C'est celui-là que vous allez travailler. Oui, en fait. C'est celui-ci pour renforcer le mental supérieur et que ce mental soit au service du cœur, de qui l'on est vraiment. Alors, un petit descriptif de chaque... vous parlez du cercle sacré, le chemin soutenu et le voyage transformateur. C'est trois... C'est trois options, voilà, que les personnes peuvent choisir en fonction de leur temps, en fonction de leur motivation et de leur engagement. Alors, le cercle sacré, par exemple? Le cercle sacré, c'est le collectif. Parce que moi, je trouve que quand on est dans un groupe, on ne s'additionne pas, on se multiplie. Parce que l'histoire que l'autre nous raconte, elle fait écho en nous et on peut faire des parallèles et se guérir encore plus. Quand on médite en cercle, l'énergie est encore plus puissante, donc on va toucher des profondeurs. C'est plus facile aussi d'être en présence quand on est ensemble. Donc voilà, le voyage collectif, c'est vraiment bénéficier de la puissance du groupe. Le chemin soutenu? C'est ma présence par des rendez-vous individuels. Donc là, ça va être plus chirurgical. On va aller guérir des blessures d'enfance, des blessures transgénérationnelles, karmiques. Ça, c'est du one-to-one, comme on dit. C'est du one-to-one. Ok. Et le voyage transformateur? Et bien là, on va encore plus loin parce que y a plus d'heures d'accompagnement avec moi, donc on va plus en profondeur. Et on termine par une retraite méditative, où là, on fait vraiment des expériences directes. On en fait tout le long des 3 mois, mais là, en groupe. Et on vit ensemble pendant plusieurs jours. Alors là, les sessions, c'est du 26 mai au 26 août? Le prochain accompagnement, et puis le prochain sera après à la rentrée en septembre. D'accord, donc à l'heure où on diffuse cette émission, on est en plein dedans. Hein? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Et celui de la rentrée, ça s'appellera « Retour à la source ». Et j'ai envie d'en glisser un mot parce que là, ce sera un accompagnement sur 6 mois. Et on terminera par un voyage en Inde. Wow. On ira voir Rama, on ira dans les écoles et les orphelinats. Waouh, ça doit être extrêmement puissant. Retour à la source. Retour à la source. La question que je me pose aussi, et de temps en temps, je taquine un peu, je pousse un peu mes invités dans leur retranchement. Est-ce que dans vos accompagnements, vous avez la même douceur que vous avez là sur le plateau? Oui, c'est quand même ce qui me caractérise. C'est le retour qu'on me fait, bien que parfois, il faut dire les choses. C'est ce que j'allais dire. Il y a peut-être des gens qui ont envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus... Oui. Alors peut-être que c'est pas vers moi qu'il faut aller. D'accord. Mais vous ne pouvez pas de temps en temps, pas taper du poing sur la table, mais disons, voilà, secouer un peu les gens en disant attention. Ma nature, on va dire que c'est cette douceur. Ok. Mais par contre, ça n'empêche pas la fermeté. C'est ça, d'accord. Et quand il faut y aller, on y va. Ensemble. Par contre, on y va ensemble avec bienveillance, avec compassion. Ça, c'est mon énergie, donc ça plaît ou ça plaît pas. Mais parfois, quand il faut y aller, il faut y aller. Il y a un positionnement, il y a une puissance. Le féminin sacré, il peut être vraiment dans cette douceur, mais aussi cette puissance. Oui, c'est ça. Dans cette souveraineté. Oui. Et le féminin sacré, ne veut pas dire... En fait, la douceur ne veut pas dire manque de puissance. Pas du tout. C'est ça. Comme la vulnérabilité ne veut pas dire faiblesse, bien au contraire, c'est une force incroyable. Et la douceur, pour moi, est une force comme la gentillesse, comme, voilà, des fois, voilà, c'est trop doux, c'est... La douceur, elle fait des miracles. Et à l'inverse, évidemment, la
l'inverse de la douceur, c'est la force. Enfin, je veux dire, la force ne manque pas. Je ne sais plus la phrase que je voulais dire. On a dit que dans la douceur, il y avait parfois de la fermeté. Et dans la fermeté, réciproquement, il y a évidemment aussi de la douceur. Vous pouvez être ferme tout en étant douce. Exactement. Mais ça se sent dans votre timbre de voix, dans votre façon. Et alors, vous avez aussi une posture où vous avez toujours la tête sur le côté quand vous racontez quelque chose. Et ça, le fait d'avoir la tête sur le côté, pardon, hein, mais le fait d'avoir la tête sur le côté comme ça montre l'empathie que vous pouvez avoir. Je voyais sur... Et là aussi, sur l'image, je suis quand même pas mal penchée. C'est vrai, vous êtes toujours penché de ce côté-là. Et en synergologie, je salue Linda Valade qui nous a appris ça. Les gens qui parlent en ayant la tête sur le côté sont des gens qui sont effectivement dans cette empathie-là et dans cette façon de communiquer. Okay. Donc du coup, elle va rester la tête droite. C'est comme ça. Non, j'aime bien incarner ce que je suis. 2 livres en auto-édition. Le premier, Le souffle de vie, est sur le chemin de l'amour. Un petit mot sur chacun. Le premier, c'est Souffle de vie, c'est mon histoire, mes 2 cadeaux mal emballés, mes 2 épreuves de vie et tout mon chemin d'éveil. Donc dans ce livre, je partage vraiment des clés qui vont aider sur son propre chemin. Parce que c'est pas uniquement mon histoire, c'est inviter les gens à faire des parallèles avec leur propre vie, leur propre cadeau mal emballé, et vraiment les guider. Le deuxième, sur le chemin de l'amour, c'est choisir le chemin de l'amour plutôt que le chemin de la peur. C'est vraiment incarner l'amour au quotidien, cet amour divin, cet amour inconditionnel, vraiment le faire descendre sur terre, le vivre dans nos relations. Magnifique. C'est une photo dans Souffle de vie, c'est le bassin d'Arcachon? Non, c'est dans les Landes. Ah, c'est dans les Landes. C'est vrai qu'au début, je voulais pas une photo de moi. Et quand on a travaillé sur la couverture, vu que ça raconte vraiment mon histoire, on m'a conseillé d'aller jusqu'au bout, comme je me montre à nu dans ce livre, de aussi me montrer mon visage. Et voilà, en tout cas, je trouve que c'est plein d'enseignements, c'est plein de courage, on va parler de l'oracle, mais c'est plein d'enseignements, c'est plein de courage, et en même temps, personne ne peut se mettre à la place de quelqu'un qui, tant qu'on n'a pas vécu, et ce qu'on souhaite évidemment à personne, mais il faut vivre une expérience comme celle-là pour la comprendre véritablement au plus profond de notre être, je crois. Je suis fasciné par ces gens comme ça vous êtes au cœur de la résilience pure, vous êtes un exemple de résilience. Et toutes ces femmes, et ces mamans qui ont donc perdu un enfant sont au cœur de la résilience. Et j'ai une profonde admiration pour ça. Je me dis, waouh, comment peut-on se relever ça? J'ai une pensée d'ailleurs, j'ai un cousin qui a perdu évidemment une petite fille comme ça de 3 ans, dont ses 3 premières années sont restées à l'hôpital en permanence. Et j'ai essayé plein de fois de lui dire, écoute cette émission, écoute ce témoignage, écoute ça, et il n'y a rien à faire. Il reste dans cette souffrance et cette douleur-là. Donc je me dis, c'est pour ça que je suis très admiratif de ceux qui arrivent à s'extraire comme ça de cette souffrance. Ça ne veut pas dire que vous oubliez, ça ne veut pas dire que, évidemment, au contraire, la preuve, c'est que vous entretenez en permanence sa mémoire, sa présence, au travers de l'association qui porte même son nom. Mais je trouve que c'est puissant. Merci. Et donc voilà, je trouve ça intéressant, et j'espère qu'il y a des parents, pas nécessairement que les mamans, parce que le papa est aussi impacté. J'espère que les gens auront quelques éléments de réponse au travers de ce que vous avez pu dire, de ce que vous avez pu raconter, de ce que vous nous avez autorisé à entendre, et qu'ils feront la démarche de vous contacter peut-être. Est-ce qu'il y a des femmes dans vos cercles qui ont vécu la même chose que vous? Oui, il y en a. Au début, j'ai accompagné beaucoup de femmes qui ont vécu la même chose, ou qui étaient dans ces problématiques que j'ai traversées, que ce soit fécondation in vitro, désir d'enfant non réalisé, perte d'un enfant, fausse couche, bien sûr. Mais maintenant, c'est pas que ça. C'est vraiment l'ensemble des épreuves, en fait. Parce que c'est effectivement cette résilience que j'ai envie de transmettre, cette foi, cet espoir, et ces étapes de reconstruction, de guérison. Que tout est possible. Et ouais.
de tous ces enfants que vous accompagnez au travers de l'association, de tout ce que vous faites au Vietnam, en Inde. Vous avez des chouchous? Oui. Oui, j'ai eu plusieurs chouchous, Ouais. dont une notamment qui s'appelle Oai. Ouais. Oai, elle a 6 mois d'écart avec Gabriel. Ouais. Et quand j'y suis allée la première fois, elle était bébé. Et il y a eu un lien d'âme. Voilà, c'est inexplicable. Elle est vietnamienne? C'est comme ça. Oui, oui. Ouais, Elle était vietnamienne. dans cet orphelinat. Ok. Et je me suis occupée d'elle comme les 15 autres bébés à ce moment-là. Mais elle, je sentais qu'on avait un lien différent, Ok. beaucoup plus fort. Quel âge elle a maintenant? Elle a maintenant 13 ans. 13 ans. Elle va avoir 13 ans. Et ce qui est fou, c'est que quand elle avait 7-8 ans, j'ai découvert sa date de naissance. Je ne l'avais jamais su avant. Et elle est née le même jour que ma grand-mère maternelle, qui était comme une seconde mère pour moi. Donc, je ne tire pas de conclusion, mais je vois beaucoup de similitudes entre ces deux personnages. Même quand elle avait 3 ans, elle avait déjà cet amour maternel, elle prenait soin des bébés. Et ma grand-mère a eu 9 enfants, mais elle s'occupait de plein d'autres enfants. Et c'était, voilà, quand j'ai vu le 4 juillet, c'est cette fameuse synchronicité qui, pour moi, quand j'ai vu 4 juillet, c'est une confirmation de mon lien d'âme avec elle. Ah, super. Et elle n'a jamais été adoptée? Non, j'avais fait des démarches. En fait, les orphelinats dans lesquels je vais, ce ne sont pas des enfants adoptables. Ok. Il y a un nombre d'orphelinats qui sont soutenus par le gouvernement, et puis d'autres, en fait, où c'est des nonnes bouddhistes ou des sœurs catholiques qui récupèrent des enfants, et puis ça grossit, ça devient des orphelinats, mais ces enfants ne sont pas adoptables. Oui, ça existe. Donc elle reste au sein de cette structure-là? C'est ça. Ok. Jusqu'à sa majorité? Oui, jusqu'à être autonome. Donc j'ai quand même essayé de faire une démarche pour qu'on vive une histoire d'amour dans un autre contexte. Et j'avais retrouvé sa maman biologique. J'avais déjà fait voilà, des démarches. Et puis aujourd'hui, le Covid. vous êtes toujours en contact avec elle? Oui, bien évidemment. Oui. Ouais. Et donc le Covid est arrivé. Donc comme ces démarches prenaient du temps, moi j'ai décidé d'aller vivre auprès d'elle, auprès d'eux, mais auprès d'elle aussi en 2019. Et le Covid a bousculé les choses. Ouais. Et puis quand j'y suis retournée plusieurs années après, quand j'ai eu voilà, l'ouverture pour aller au Vietnam, eh bien j'ai trouvé une petite fille très épanouie en fait, là où elle était. Et je me suis dit, mais en fait... J'ai pas le droit de faire ça. Non. Elle est bien là où elle est pleinement à sa place. Elle avait 11 ans quand j'ai été la revoir, et en fait, elle avait sa place dans la nurserie. Elle s'occupait des enfants, elle les nourrissait, et je lui ai demandé est-ce que tu es heureuse? Et au début, elle comprenait même pas ma question, et elle m'a dit oui. Donc, donc voilà, sa place c'est là-bas. Oui, c'est ça. Elle sait que je suis là, que les autres voient ce lien particulier qu'on a et me reconnaissent en tant que maman d'Oai, mais aussi de plein d'autres enfants. En fait, souvent, quand je vais là-bas, ils m'appellent maman. Voilà, donc c'est fort. Et ça vous comble plus que... ouais. Oui. Oui. L'oracle, le souffle de vie, oui. J'ai tiré une carte. Oui. L'intuition. Ok. Le 11. Ferme les yeux, connecte-toi à tes sensations, laisse-toi guider par ton intuition. Elle connaît la vérité de l'instant présent. Elle est la voix de ton âme qui te chuchote ce qui est juste pour toi. Accueille les signes, les messages, les rencontres, les synchronicités. Ta vie s'embellit lorsque tu suis ton intuition. Et c'est la carte numéro 11, ce chiffre 11. C'est connecté à la numérologie. Ouais, en plus, voilà. Ouais. Et est-ce que vous avez regardé l'image? Parce qu'elle peut parler aussi, chaque carte a sa vibration, a son image. Aïe. Il faudrait que je retrouve la 11. Ah oui, parce que... Mais bon, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Et je trouve que cette carte... Enfin, vous allez me dire, est-ce qu'elle vous parle, cette carte? Oui, complètement. Mais oui, elle me parle d'autant plus que ce qui est assez incroyable, c'est que je reçois énormément de témoignages de gens
parce que je suis toujours très admiratif de ceux que je reçois, et même parfois un peu frustré, parce que j'entends en permanence des gens me raconter comme ça leurs ressentis, ces perceptions, cette façon d'être, et je suis très très envieux, et je me dis waouh, c'est quand même extraordinaire. Et j'entends la deuxième réflexion qui consiste à dire mais tout le monde peut avoir ses ressentis, etc., etc. Et je reçois plein de mails de gens qui me disent mais vous êtes connectés. Oui. Le fait d'avoir construit ça et de mettre en place ces émissions, vous êtes connectés. Alors ça me touche, ça me parle, mais évidemment je ne retrouve pas cette carte. Mais, en tout cas, c'est une confirmation. mais comme par hasard, je suis la 11 et voilà qui. Donc cet oracle, on le trouve où? Sur ma boutique en ligne. Ok, sur votre site. Voilà, puis dans des boutiques sur Bordeaux, pour ceux qui sont sur Bordeaux. Il est dans un petit pochon qui vient d'Inde. C'est une couturière indienne. Voilà, magnifique. je soutiens aussi son travail. Votre site internet, on va évidemment le mettre, c'est votre nom et votre prénom. Hein, oui, tout simplement. Tout simplement, stéphaniehervé.com. Vous êtes heureuse? Oui. Ouais. Oui. Vous repartez? Je repars demain. Voilà, je prends le temps. Vous repartez, vous en repartez Inde et au en Vietnam. Inde et au Vietnam. Oui. 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 Régulièrement, j'ai besoin Bien sûr. d'aller là-bas. Là aussi, il y a peut-être quelque chose. Oui. Il y a peut-être, je sais pas. En tout cas, j'ai envie de nouveau d'organiser des voyages initiatiques et humanitaires. Vous pourriez y vivre? Maintenant, là, dans la situation dans laquelle je suis en ce moment, j'ai un conjoint qui a 3 enfants, donc je suis une belle maman. Voilà, c'est différent. Ma maman est placée dans un centre Alzheimer. J'ai besoin d'être là avec elle, avec mon papa. Donc voilà. Bon. Mais je fais des allers-retours et... Bon, gardez toujours la tête sur le côté. Hein, c'est important. C'est essentiel. Mon conjoint est ostéo, mais voilà, c'est normal. Tout va bien, tout va bien. On vous met les liens pour que vous puissiez vous procurer, bien sûr, l'ensemble des ouvrages de Stéphanie avec son oracle, bien entendu. J'étais ravi de votre rencontre. Moi aussi. J'étais ravi. Bravo pour ce parcours, bravo pour cette résilience, bravo pour ces enseignements, ces accompagnements. C'est pour ça que de prendre vraiment de la hauteur, se connecter au niveau de l'âme, pour savoir un peu pourquoi on vit ça, pour donner du sens. C'est ça que j'aime apporter, c'est ça ma petite graine, avec amour et douceur. Merci infiniment, merci Stéphanie. Merci infiniment Marc. Vous commentez, je sais que ça va l'être, avec bienveillance comme toujours. Merci pour votre fidélité et on se retrouve très très vite pour une prochaine rencontre sur ABC Talk. Salut.